Bonjour et bienvenue au studio Delta Sigma, j'espère que vous allez bien. Alors d'abord, je dois vous remercier pour l'accueil vraiment excellent que vous avez réservé à ma dernière vidéo. Je vous la remets d'ailleurs ici pour ceux qui ne l'auraient pas encore vue. Alors la vidéo d'aujourd'hui, c'est en quelque sorte un petit peu le prolongement de la précédente. Alors dans ce fameux débat autour du son des logiciels, malgré mon disclaimer et toutes les précautions que j'ai pu prendre, certains ont malgré tout pu voir dans ma vidéo comme une critique directe d'Yves Jager. Pourtant, la seule chose que je critiquais dans ma vidéo, c'était la rigueur de son test. Alors, pour dissiper tous les malentendus possibles, j'ai proposé à Yves Jager de venir débattre avec moi de ce sujet ici sur cette chaîne. Et c'est donc cette discussion, ce débat que je vous propose aujourd'hui. Alors évidemment, chacun reste libre de ses opinions, et même si Yves et moi-même ne sommes pas toujours d'accord ou du même avis sur tel ou tel aspect, eh bien nous partageons tous les deux le même goût pour l'expérience, une grande curiosité, et finalement c'est peut-être ça le plus important. Alors je vous laisse tout de suite avec ce débat. Bon visionnage. 1, 2, 3, 4 et... Bien, bonjour Yves, comment ça va? Super, Bon, ça va très bien. enfin on se Et toi? rencontre. Ouais, enfin on se rend compte, je te connaissais de nom. Oui, ben moi aussi, hein. La Bah voilà, réputation on va se vite. connaissait tous les deux de nom. Voilà. Moi par plutôt ce que j'ai vu de classique que tu faisais dans les arrangements et la composition. Et puis j'aime beaucoup le classique, donc j'y prête beaucoup attention parce que j'ai fait pas mal de prises classiques et voilà, j'aime ça, donc ça m'attire Ah bah c'est toujours. cool. Tu me fais penser, tu sais, c'est rigolo, tu me fais penser à... Il y a peut-être le look qui joue pour ça, mais à Astier, c'est un mec que j'aime. Ah oui, 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 c'est vrai. Très, très J'aime beaucoup éclectique, Astier qui touche à tout et... j'aime beaucoup Astier dans sa démarche. Et j'aime bien ta démarche parce que t'es un peu, t'es un super geek et puis à la fois t'es un super musicien. Donc voilà, l'alliance des deux est toujours bienvenue, je trouve. C'est vrai. Moi, en fait, je viens de la musique hein, et c'est la curiosité de comprendre comment fonctionnent les outils qu'on utilise qui m'a fait rentrer dans le monde du son et du studio et après dans l'électronique et dans Ouais. tout ce qui va autour. En fait, c'est vraiment toujours la musique le prétexte et ça a jamais cessé. Donc du coup, forcément, la musique, c'est vraiment un catalyseur de toute cette recherche, de toute cette curiosité. Pour moi, c'est vraiment ça, tu vois, le truc au Et départ, moi, c'est quoi. pareil. En fait, c'est exactement pareil. Je suis venu d'abord à l'électronique parce que mon père avait en fait, le bureau d'études de la boîte de mon père, qui était une boîte d'électronique médicale, qui Ah était, oui, voilà, était hébergé chez moi. Donc le bureau d'ingénierie était en bas, au d'accord. sous-sol. Et j'ai su souder avant d'écrire, en fait, donc, avant de savoir écrire. Mais Ouais. j'étais aussi, voilà, j'étais vraiment branché musique et j'ai fait des séances en tant que musicien avant de faire des séances en tant qu'ingé. D'accord. Donc Ouais. pareil, la musique à fond, Musique comme à fond. prétexte de Je faire le pense reste. pas, si tu veux, que bah voilà, hein, c'est toujours sympa d'avoir cette opinion-là, mais enfin cet échange-là par rapport à ça, mais je pense pas que tu puisses faire ce métier-là sans faire de la musique, c'est impossible. Parce que Au moins, voilà. enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'ingénieurs du son qui sont de très bons ingénieurs du son, qui sont pas forcément musiciens, mais il y a toujours cette passion, quoi, pour la musique. C'est Ouais, indispensable. ouais. C'est un métier de passionné, parce que sinon, Oui. sinon, Après, quand je pense, comme tu le disais, tu fais des arrangements ou de la réalisation ou de la production d'albums, forcément, tu es obligé d'avoir des notions musicales et de savoir ce que tu vas dire aux gens bien et sûr. comment tu vas le dire. C'est plus dans cet esprit-là, quoi. Ouais. Alors, pourquoi on fait Mm. cette vidéo ensemble? Venons-en au fait. Non, alors, oui, pourquoi on fait cette vidéo ensemble? Euh, Bah, parce que moi, j'ai posté une vidéo qui t'a interpellé Oui, qui m'a dans fait le... réagir vivement, parce Ouais, que qui t'a fait réagir. j'allais débriefer pendant plus d'une heure. Oui, 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 absolument, ouais. Et puis moi, du coup, bah, je t'ai écrit parce que je me suis fait piéger en fait par cette vidéo parce que j'ai fait un peu le schéma idiot de Pro Tools contre Logic,
ce qui est complètement idiot, parce que c'était pas du tout le propos et c'est pas le but. Ça ne sert à rien parce que, on le verra plus tard, mais on est tout à fait d'accord souvent pour dire que voilà, il n'y a pas de grande différence hormis des différences d'utilisation. Donc la différence du résultat se trouve souvent dans la façon dont on l'utilise. Mais en revanche, moi j'ai fait l'erreur de faire ça et je l'ai fait assez comment dire, sérieusement, mais j'ai eu quelques messages qui me disaient oui, mais bon, pour ça, faudrait aller vraiment au bout des choses, et je suis sûr que tu peux avoir oublié des choses, et je l'ai pas fait dans le bon sens au niveau du nul, j'ai pas mis le nul en avant, etc., etc. Mais en fait, à la base, ma vidéo a été plus faite pour mettre en exergue les capacités du M1. Oui, c'est moi, ça, j'ai un Mac Studio. c'est Voilà. ça exactement. Et si j'ai bien compris, ton propos Mais oui, initial, c'était vraiment une complètement, expérience complètement. de charge de processeur sur l'ordinateur, Voilà. en le Et puis, gonflant à max, et puis voir un peu comment ça tenait, quoi. carrément. Et puis, si tu veux, ce qui m'a interpellé aussi, c'est que personne n'a relevé que, tu vois, tu avais à l'intérieur, mine de rien, la synchro de logiciels qui étaient des gros Oui. concurrents avant, Ouais. en interne, en IAC et tout. C'était drôle, quoi. Enfin, tu vois, Ouais. la base était drôle. Et après, du coup, quand j'ai vu ta vidéo, qui m'a, dans un premier temps, elle m'a un peu vexé, parce que, je dis franchement, j'ai pas honte de ça, il n'y a aucun souci. Elle m'a un peu vexé parce que tu vois, Yves Jaget s'est trompé, bah ouais, mais c'est toujours chiant de s'être trompé. Et Ouais, donc je suis allé mais vraiment. ça peut arriver à tout le monde, hein. Je pense que moi, Mais le premier, complètement. je peux me planter, parfois, tu Non, vois. non, mais moi j'ai aucun On est problème humain, avec ça. Mais bon, on a tous un peu notre ego, tu Ah vois. bah Et oui, bon, c'est bah normal. ouais, Yves Jaget s'est trompé dans une vidéo où en plus t'es quelqu'un qui est beaucoup plus pédagogue que je ne le suis. Je ne m'exprime pas aussi facilement et de la même façon que toi. Et tes vidéos sont très pédagogues, c'est-à-dire que tu comprends très très bien. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, je te parlais d'Astier. On comprend très très bien ce que tu expliques, parce que tu expliques très bien les choses. Euh, et du coup, si tu veux, ça m'a interpellé au point que j'ai refait à fond. J'ai appelé Gaël, je lui ai dit, écoute, c'est pas possible, il faut que tu me files un coup de main sur cette opération-là, il faut que je trouve pourquoi j'arrive pas à un nul quasiment parfait. Et du coup, on est arrivé au nul, je dirais presque absolu, Mhm. avec en plus les explications de Gaël, parce que la session était quand même assez imposante, elle était en 96. Ouais. Il y avait pas mal de reverb, il y avait beaucoup de stems isolés et de stems d'effets séparés. Et comme l'explique Gaël, souvent la différence dans les résultats, elle est un petit peu là-dedans, en tous les cas, en ce qui concerne le 32 bits float. Parce que la façon de calculer les logiciels n'est pas forcément exactement la même. La virgule flottante oblige. Et donc les résultats souvent diffèrent un tout petit peu. Mais suffisamment pour qu'on puisse apprécier peut-être le bêtement plus l'un, et c'est psychoacoustique, hein, tout ça, plus l'un que l'autre, mais, Ouais, mais mais tu vois, moi j'ai fait beaucoup de tests avant de me lancer dans la vidéo elle-même, parce que je voulais d'abord confirmer des résultats avant de me lancer, tu vois, je suis pas parti d'a priori, ça m'a interpellé effectivement comme tu l'as dit, et je me suis dit non mais pour moi, si tu veux, le résultat que tu as annoncé allait à l'envers de ce qui logiquement devait découler de ce que je connaissais du fonctionnement des logiciels. Mais après, j'ai pas codé Nuendo, j'ai pas codé Pro Tools non plus. J'en suis pas encore là. Mais du coup, j'y suis allé pas à pas. Je me suis dit, mais il peut y avoir tellement d'endroits où il y a quelque chose qui peut créer une différence que il faut maîtriser absolument tout le champ pour être sûr d'arriver à un nul qui soit quasi parfait ou parfait. En tout cas, qu'on ne puisse pas entendre vraiment de différence, que ce soit indéniable. Et en fait, ça a été assez difficile. J'ai sans arrêt fait des exports, des machins de l'un à l'autre. J'en ai fait plus de 200 quand même, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je soupçonnais pas sur le temps réel, pas temps réel, sur le comportement de certains plugs par rapport à d'autres, etc. Les lois de panoramique, enfin, on reviendra peut-être dans le détail éventuellement tout à l'heure, mais à tel point que quand j'ai vraiment fait ma session de comparaison, où j'ai essayé de répliquer exactement la même chose sur les deux softs, j'ai construit la session pas à pas et en la construisant de la même manière de l'autre côté.
Et à chaque fois, je testais le nul, si tu veux, en le construisant. Donc j'avais une démarche qui était vraiment expérimentale et qui n'était pas vraiment la démarche musicale, artistique. C'est-à-dire que si tu as une session complète avec un grand nombre de pistes, plein de plugs et tout, et que tu dis, bon, je vais essayer de la répliquer de l'autre côté, en fait, tu pars déjà avec une quasi-impossibilité de faire le nul test opérant en respectant tous les critères que moi j'ai mis en évidence. Donc déjà, cette expérience dans ce sens-là, elle est déjà complexe, quoi, tu vois. Ouais, absolument. Et c'est là, si finalement, tout la différence entre la démarche artistique, où on va construire un truc, on va entendre, on va explorer une voix, de compresser, équaliser de telle façon, faire des bus, regrouper, travailler la spatialisation, tout ça, à une démarche expérimentale comme moi j'ai fait dans mes vidéos, où finalement j'essaie de mettre en valeur un phénomène, et du coup, bah, je les empile un par un, en changeant un seul paramètre à la fois, et en vérifiant à chaque fois le contexte complètement, et ce qui fait que... je pense que ça peut expliquer grandement le fait qu'on ait eu des résultats un tout petit peu différents. Oui, bien sûr. D'autant plus que moi, à la base, les miens n'étaient pas pour faire, une fois de plus, ils n'étaient pas pour faire un nul, mais en fait, ta vidéo m'a poussé à le faire. Et du coup, si tu veux, bah, forcément, je l'ai faite exactement de la même façon. C'est-à-dire que tu n'as pas d'autre option que d'aller pas à pas et tranche par tranche, c'est-à-dire exactement utiliser les mêmes process. Regardez, et effectivement, ce qui m'a planté, ce qui m'a trompé à l'intérieur de ça, ce sont les lois de panne, qui sont différentes pour les deux logiciels. De base, c'est-à-dire si tu ne décoches rien dans l'un ou l'autre des logiciels, dans Pro Tools, tu ne peux pas changer grand-chose. Mais dans Logic, tu peux vraiment explorer des lois de panne très différentes, avec les histoires de compensation, les histoires de non-compensation, etc. Lui, Pro Tools, il a une façon de faire qui reste la même. Oui, parce que quand on prend une loi à -3 qui est très, très répandue, en réalité, bon, c'est le fameux schéma, là, tu sais, avec les deux trucs qui se croisent comme ça, et on a un point central avec une atténuation à -3. Absolument. Mais en réalité, les courbes qui créent toute l'atténuation d'un canal en fonction de la position, ça peut se faire à puissance constante ou à énergie constante. Complètement. Et c'est un peu le même problème que les fondus, finalement. Hein. Absolument. On a ces options dans les crossfades, mais on n'a pas forcément ces options-là de façon aussi fine dans les panoramiques sur les logiciels. Et c'est vrai que moi, dans mon expérience, j'ai été obligé de contourner complètement la loi de panne, de façon tu vois, je dupliquais les pistes mono, et après je les envoyais droite-gauche et je faisais un volume. On va dire un peu à l'ancienne, comme avec la table des Beatles, où t'as que droite-gauche, quoi. Ouais, complètement, oui. C'était un interrupteur. Ouais, c'est ça. Mais tu as avec le fader. Et puis tu as remarqué aussi qu'il y a quelque chose qui est quand même assez différent entre Pro Tools et Logic, c'est la façon justement de gérer les tranches stéréo, les auxiliaires stéréo. Parce que quand tu as un retour d'auxiliaire stéréo dans Logic, tu as le choix entre stéréo pan et balance. Ce qui n'est pas la même chose. Dans Pro Tools, tu n'as pas ça. Tu as un pan gauche, un pan droite, c'est-à-dire tu n'as pas la notion de balance. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens, même des gens qui ont un niveau assez avancé dans le monde du mixage, du studio, c'est pas forcément clair la notion de panoramique versus balance, tu vois. Peut-être on peut rappeler très, très brièvement, en fait, les panoramiques, c'est vraiment ce qu'on trouve sur les consoles analogiques, où toutes les tranches sont mono par construction, et où le panoramique, c'est finalement un envoi de cette tranche mono sur le bus stéréo, avec un pourcentage, 10% à droite et 90% à gauche, etc. En fait, on fait une variation comme ça. Voilà. Tout à fait. Et alors que la balance, bah, ça s'indique pour des canaux qui sont stéréo, où on va en gros régler le gain d'un canal, et quand on va le monter, on va baisser le gain de l'autre canal, mais il n'y a pas d'interconnexion entre les deux. Le son ne se mélange pas. Le son de droite va pas à gauche et le son de gauche va pas à droite. Tu vois. Pas du tout. C'est vraiment deux volumes qui sont corrélés en fait, en inverse quoi. Mais c'est juste deux volumes corrélés, alors que le panoramique c'est vraiment une espèce de T avec des robinets qu'on va ouvrir plus ou moins fort pour aller d'un côté ou de l'autre. Ouais, complètement.
Donc, du coup, déjà, ça fausse beaucoup Enfin, en tous les cas, ça offre des possibilités qui sont très différentes bien sûr. dans les deux logiciels. Et voilà, et en fait, tu t'aperçois que effectivement, le nul total entre les deux logiciels est tout à fait possible, même sur des sessions sophistiquées. Ouais. Moi, je me suis lancé dans une session qui était un peu compliquée. Oui, et puis tu vois, même pour en revenir à ton expérience, tu as construit ta session, tu n'as pas choisi tes plugins ou tes effets en fonction du fait qu'ils étaient constants à chaque passe, qu'ils étaient pareils. Tu vois, moi j'ai testé les plugins pour les valider dans le contexte de mon expérience pour qu'ils soient capables de répliquer. Parce qu'il y a pas mal de plugins qui ont des comportements qui vont varier à chaque fois que tu l'instancies, d'autres qui vont varier à chaque fois que tu fais un export, à chaque fois que tu fais la lecture même parfois. Du coup, si tu veux faire un nul entre deux sessions, c'est pas possible, tu vois. Donc, oui, mais par contre ça c'est vachement intéressant. Ah parce oui, que, ce qui est intéressant, c'est de voir comment réagissent les plugins que tu vas utiliser au quotidien dans l'un et l'autre des logiciels. Moi, c'était un peu mon... pour le coup, si tu veux, la fin de mon expérience, elle était là, quoi. Elle se situait là, d'autant plus que voilà, dans cette session-là, il y avait beaucoup de plugins qui m'incombent parce que c'est des plugins que j'ai développés avec, que Flux a développé. Il faudra qu'on en parle de ça un jour. On fera peut-être une vidéo si ça t'intéresse pour en parler en détail parce que ça m'intéresse. Avec plaisir. Et donc, c'est vachement intéressant de savoir si voilà, le fait de travailler dans des moteurs audio particuliers change l'attitude du plugin. En l'occurrence, il s'avère que j'ai essayé d'utiliser vraiment des plugins qui étaient développés dans les deux mondes. D'ailleurs, la session de base que j'avais dans Pro Tools, j'ai été obligé d'enlever des plugins parce qu'ils n'existaient pas. Oui, c'est pas les mêmes formats. Non. En fait, finalement, ton expérience et mon expérience sont intéressantes parce qu'elles montrent des choses différentes. La mienne, elle montre qu'on peut répliquer un mix d'un logiciel à l'autre avec une annulation totale, mais il faut respecter des critères extrêmement rigoureux qui sont quasiment incompatibles avec le fait de réaliser un mix réel, quoi, tu vois. Du coup, je te coupe presque la parole, parce qu'il y a un truc qui est vachement intéressant dans tes dires. En fait, même quand tu as tu vois, une oreille qui est pas histoire de l'oreille absolue, mais que tu as une vraie mémoire auditive, tu pourras jamais d'emblée faire la même chose dans les deux logiciels. C'est impossible. C'est-à-dire que tu prends la même musique, tu mets les mêmes tracks dedans, tu feras pas la même chose. Parce que c'est comme tu le dis, les premières appréhensions vont pas être les mêmes exactement, et malgré tout, tu vas construire le mix avec des niveaux qui vont être un peu différents et des choses qui vont être différentes. Mais je trouve que ça a ça d'intéressant que dans une... Tu sais, il y a quelque chose qui est vachement intéressant par rapport à ça, c'est que il y a beaucoup d'ingénieurs qui parlent souvent voilà, qui rentrent dans l'art un petit peu des AW, et c'est des gens, on en parlait tout à l'heure, tous les deux, c'est des gens qui n'ont jamais acheté de matériel. Ils ne savent pas ce que c'est du matériel analogique. C'est-à-dire que, personnellement, et c'est pas une histoire de se vanter ni quoi que ce soit, mais il faut avoir l'appréciation de ces équipements-là, et ils n'ont pas la notion de ce qu'était l'analogique. Moi, j'ai grandi avec ça, je suis né avec les machines analogiques, j'ai acheté des SSL, j'ai acheté des API, j'ai acheté des consoles Nive, plusieurs de chaque, j'ai acheté des machines analogiques, j'ai acheté les premières bécanes, d'ailleurs on avait reçu un prix de Sony à l'époque, parce qu'on avait acheté deux 3348, enfin voilà, bref, on a acheté du matos. T'as beaucoup de gens qui parlent de ça, qui non seulement n'ont pas acheté de matériel analogique et n'en achètent pas, et en plus craquent souvent les logiciels, donc ça me fait toujours un peu rire, parce que tu as une espèce d'approche, attention, c'est pas revanchard ce que je dis du tout, mais... Oui, c'est un constat en fait. Oui, et puis tu as une façon de... Faut pas oublier que dans une console analogique, tu ne vois pas le son. Dans un soft, dans un DAW, beaucoup de gens regardent le son. Oui, ça fait partie des biais que j'avais soulignés dans ma vidéo. C'est vrai que l'aspect visuel influe énormément la perception du son. Mais tu sais, tu as un truc qui est très bête et t'as appuyé dessus. C'est pour ça que j'aime bien ta façon de faire, parce que tu dis, en peu de temps, tu arrives à dire des choses qui sont essentielles. Mais tu as un truc qui est très bête, c'est quand tu prends une console analogique
avec des VCA. Tu prends 2 faders dans la main. Bah, je veux te dire, avant d'avoir un gauche-droite, hein, avant d'avoir le même niveau à gauche et à droite, tu peux t'accrocher. Hein. Parce que déjà, les VCA, avec la température ambiante, ils n'ont pas exactement les mêmes niveaux, ça bouge, ça fluctue sans arrêt. Puis il y a des calibrations internes qui sont pas forcément les mêmes en plus. Mais complètement, carrément. Et puis tu les calibres pas loin de là tous les jours. Ouais. Et puis tes doigts ont pas les mêmes niveaux. Et c'est rigolo parce que c'est ces incidents-là qui créent les espèces de déséquilibres. Ce contact avec la console, comme tu dis, c'est un peu organique. C'est-à-dire que tu places ton fader, t'écoutes, t'es pas aligné, tu as mis moins 15,2, ah bah tu mets moins 15,2 sur l'autre pour qu'il soit pareil. Mais parce que tu le sais pas. Mais tu le fais pas, tu sais pas quelle est la valeur exacte. Tu le sais pas. Et si tu veux, le problème de ça, c'est que on parle aux échantillons quand on fait du mix en numérique, très souvent, on est à cheval. Et même, je me suis surpris, tu vois, en ayant les premières consoles numériques. Moi, je me rappelle avoir acheté une Axiom, tu vois, SSL. Bon, bah, t'étais dérouté de voir les niveaux sur les faders directement. Parce que pour le coup, quand on prend un dans les doigts, t'as pas envie que les deux aient une différence. Quand tu prends 2 faders, un gauche-droite, et que tu fais parce que t'avais pas de tranche stéréo, tu fais un gauche-droite sur deux faders, ça t'énerve d'avoir des différences, parce que tu les vois, les différences. Ouais, du coup, ça te crée un problème mental, bien psychologique, bien sûr. Alors que en fait, ça te crée un problème de résolution. C'est ça, ça crée un obstacle mental entre les enceintes et ton oreille, quoi, et ton cerveau. Mais complètement, tu vois. Complètement. Et toute la finesse, justement, des petites erreurs, du cumul des petites erreurs d'un mix, elles sont là. Elles sont dans le fait que bah, tu vas pas avoir des pannes qui sont exactement, tu vois, symétriques, à gauche, à droite. Et c'est ces erreurs-là qui sont vraiment intéressantes. Et finalement, la conclusion de ton expérience et de la mienne, c'est que, enfin, en tout cas, c'est ce que j'en tire. Après, t'es pas forcément d'accord avec moi, mais c'est que pas mal de gens, en tout cas certaines personnes, avaient peut-être de bonne foi, hein, c'est pas la question, mais l'impression, enfin, disons rejeter un peu la faute sur les logiciels de créer tel son, un son plus comme ça, plus comme ça. Et tu vois, j'avais relevé des commentaires aussi dans ma vidéo. Encore une fois, c'était pas vis-à-vis des personnes, d'ailleurs, je citais personne, mais c'est plus l'expérience sociale que ça avait déclenché autour, tu vois, que je trouvais intéressante d'aller fouiller et d'aller creuser, parce que finalement, même quand on est dans le métier du son, bah, c'est très facile de se faire avoir à régler ton EQ, machin, ah là c'est bien, et en fait il est éteint, quoi. Bien sûr. On s'est tous fait piéger à ça, quoi. Oui. Bon, après, l'expérience fait que c'est vrai que au bout d'un moment, tu te dis, c'est bizarre, il marche plus le bouton, là. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Bon, après, mais je suis archi d'accord. Hein. Il faut pas... une fois de plus, hein, le son, c'est un ressenti aussi. C'est pas que... tu vois, regarde, on est tous les deux... on fabrique du matériel tous les deux, analogique. Et moi, je suis né avec ça, j'adore ça. Je suis plutôt geek dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que, même au niveau de l'informatique. Mais quand je mixe, j'ai la capacité d'oublier complètement ça. Ouais. Et t'es jamais dans une session de studio en train de faire des expériences. Les expériences, tu les fais avant ou après. Ou alors c'est une expérience artistique. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, ça mérite aussi une petite réflexion face à la façon dont on bossait avant. Moi, j'ai appris à bosser dans les studios en ayant une garantie de résultat, parce que quand tu rentrais le matin, le soir, le mix était fini. Il n'y avait pas souvent, les studios étaient loués en lockout. Donc, tu avais une figure imposée, c'est-à-dire que tu louais le studio pour la journée, et les gens, ils travaillaient avec toi, parce qu'à la fin de la journée, tu leur filais un mix. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, tu vois, même les gens avec qui tu travailles artistiquement, souvent, sont pas capables de t'entériner un mix aujourd'hui, de te répondre en te disant « Ouais, j'aime ton mix et on garde cette version ». Parce que artistiquement, les gens ne sont plus capables d'avoir cette appréciation-là. En fait, ce que tu dis quelque part, c'est que autrefois, le mix ne pouvait se faire que dans le cadre d'un studio. Et du coup, ça imposait aux gens de se déplacer, ça imposait un cadre temporel aussi, d'une journée ou d'un temps vraiment limité pour clôturer et valider le travail. Alors que maintenant, comme le studio s'est invité dans chacun de nos ordinateurs,
et que finalement tout le monde travaille à distance, ben en fait il y a plus cette deadline, il y a plus ce cadre strict et absolument qu'on peut pas dépasser. Et ce qui fait que, ben, en fait, on n'arrive plus facilement à choisir, quoi. C'est vrai que ça devient plus difficile parce que on peut sans cesse faire des retouches et en fait, maintenant les recalls sont faciles, il y a même plus à rien. Tu ouvres la session, ça y est, tout est prêt. Donc finalement, cette aisance de travail, cette facilité, parce que c'est quand même du bonheur hein, de travailler avec les outils modernes, mais finalement, ça a aussi changé profondément la manière de travailler, quoi. C'est du bonheur et on en parlait tout à l'heure par rapport à ça. L'analogique maintenant, bah, dans tous les cas, dans le sens du studio moi que j'ai aujourd'hui, enfin de la cabine que j'ai aujourd'hui, n'a de sens que sur l'acquisition. Je ne me sers plus de... Pour l'instant, je m'en suis servi beaucoup, hein. Donc je connais les deux facettes de l'histoire, mais j'utilise énormément d'analogique pour l'acquisition. Bon, après, j'ai des petites machines, tu vois, fun, comme le 670, que j'insère très souvent dans les mix. Ouais. On a tous nos petits trucs. Ouais. Voilà, tu vois, c'est le truc... bah, le jour où tu l'as testé, enfin moi j'en ai jamais eu, je l'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a 3 ans. J'en ai jamais eu un à moi. Et quand on a un qui marche vraiment bien, c'est quelque chose que, une fois que tu l'as inséré, ce que je te disais tout à l'heure, je devais le vendre. Normalement, il était prévu, je le fabriquais pour quelqu'un, j'ai jamais pu le vendre. Quoi, parce que voilà, c'est une espèce de glu qui est indescriptible. Ouais. Et que tu peux. J'avais déjà fait une petite vidéo, le Fairchild versus. Alors bon, ok, c'est pas un vrai Fairchild non plus, mais c'est le schéma exact, il n'y a aucune différence. Avec les plugins, et le plugin n'est pas inintéressant, mais lui, il amène quelque chose qui est, tu rentres, ouais, tu as 13 transfos dedans, tu as 28 tubes, enfin bon, on est dans un monde qui est très différent, qui joue avec en fonction de ce que tu rentres dedans, la façon dont tu rentres dedans, la force, etc. En revanche, ce qui est extrêmement intéressant, et moi j'aurais du mal à m'en passer aujourd'hui, c'est que les exigences des mix d'aujourd'hui tirent plus les gens à travailler in the box, parce que tu vas avoir tellement de versions à faire, tellement de micro-changements, parce que les gens, tu vois, écoutent plus, ils n'écoutent plus, ils n'écoutent plus, ils essayent de regarder et d'analyser. Il y a une espèce de fonction analytique dans les mix qui sert à rien. D'après moi, mais bon, qui est pas... c'est vrai que quand on écoute certains mix de gros tubes des années 70, 80, voire 90, tu vois, avant que le numérique et tout arrive et qu'on commence un peu, tu vois, ce chemin vers là où on en est aujourd'hui, il y a certains mix qui sont quand même, parfois c'est un peu, pas bâclé, mais tu vois, c'est du vite fait, quoi. Mais ça n'a pas empêché d'être des tubes, et les chansons, on les connaît comme ça. Mais carrément. Il ne faudrait pas les changer, quoi, pour rien au monde. Mais carrément, ouais, c'était un peu brut de écoffrage. Faut pas oublier qu'à une époque où tu avais quand même très peu d'automation, voire pas du tout, tu faisais des traits sur les faders, et tu faisais les mix à plusieurs. Et en fait, moi je me rappelle très bien avoir fait des mix en quart de pouce, où tu faisais le premier couplet, le refrain, le deuxième couplet, parce que tu pouvais pas tout mixer d'un coup. Donc tu faisais, t'assemblais le titre au montage, mais certains mix étaient tellement compliqués que tu les faisais à plusieurs sur la console, et parce qu'il fallait bouger les faders, tu vois, voilà, fallait avoir mais ça avait un côté super excitant aussi. Après, moi je suis geek, donc je ne suis pas du tout nostalgique de cette époque. Et puis en plus, les gens qui ont travaillé en analogique, je sais que tu sais très bien ce que c'est. Faut pas oublier que, ouais, c'était fun les machines analogiques, mais elles avaient quand même aussi de drôles de galères, quoi. Tu vois, tu n'avais pas un son neutre quand tu rentrais dans une machine analogique, en fonction de comment elle était alignée, etc. Les bandes que tu utilisais. C'est sûr que les magnétos, là, ça c'était c'était loin d'être neutre. Mais ça repeint les murs quand même, ça a une vraie couleur. Enfin, tu vois, c'est pas des outils qui sont neutres. Et je trouve qu'aujourd'hui, justement, bah, tu vois, moi, on en a parlé, on fait beaucoup de sessions en 96. Je crois que tu fais des sessions en 96 aussi. Enfin, moi, je suis assez fan de ce format-là. Pour moi, c'est vraiment un format qui est très, très proche de l'analogique. C'est-à-dire que, enfin, j'ai du mal à me dire l'analogique est mieux, quoi. Connaissant les galères des machines analogiques, je préfère travailler en 96 aujourd'hui. Vraiment. C'est pas les mêmes galères, on va dire.
Ce sont pas les mêmes galères. Oui, ce sont pas les mêmes galères. Mais dans tous les cas, voilà, c'est un format qui est magique, quoi, pour l'acquisition, la qualité de l'acquisition, la qualité du traitement interne. Tu parlais tout à l'heure des premiers éléments numériques. On n'aurait pas pu faire du nul à une certaine époque, parce que, et c'est pour ça qu'on trouvait qu'il y avait des différences aussi entre les machines, parce qu'en fonction de la rigidité des logiciels et du développement, par exemple, Pro Tools, c'est resté, il ne faut pas l'oublier, très longtemps en 24 bits fixes en interne, en traitement interne. Il y a une grosse différence avec le 32 float. Et tu sais, il y a sur les logiciels, les premiers logiciels qui sont apparus, Pro Tools et Cubase, tu vois, qui étaient quand même un peu les premiers vraiment à commencer à rentrer dans le marché. En fait, ils fonctionnaient avec des cartes propriétaires. Ouais, complètement. Du coup, le traitement, la conversion et tout ça, c'était vraiment géré de façon complètement différente par du hardware différent. Donc forcément, ça, je pense qu'à cette époque-là, on pouvait vraiment avoir des différences notables. Tu vois. Complètement. Et en plus, les convertisseurs, bon, là, on n'est pas dans le domaine du logiciel, parce que le convertisseur, le logiciel, lui, il s'en fiche un peu. Surtout maintenant, où c'est vraiment séparé, quoi. Mais les convertisseurs, au tout début du numérique, on était loin du compte, quand même. On a fait beaucoup de progrès. Pour moi, au début des années 2000, entre 2000 et 2010, on a vraiment toutes les puces vraiment de qualité qui sont arrivées. Et après, on peut toujours améliorer les choses, avoir des rapports signal-bruit encore plus loin, avoir des linéarités de conversion encore meilleures, avoir tout ce que tu veux sur les datasheets qui soient encore plus exceptionnels. Mais en réalité, on est déjà arrivé à peu près dans le seuil de ce qu'on est capable d'entendre. Pour moi, ça fait une dizaine d'années que le matériel est au point en termes de conversion. Absolument. Alors après, il y a toujours un circuit analogique derrière, il y a toujours plein de choses qui fait qu'on va donner des qualificatifs de chaleur, de clarté, de transparence à telle ou telle machine. Les puces peuvent parfois un peu influer parce que tu sais un peu comment ça marche dans les convertisseurs, il y a souvent des filtres anti-aliasing qui sont intégrés, mais il y a différents filtres. Et donc quand tu conçois ta machine, tu vas mettre en œuvre tel ou tel filtre de la puce. Et donc la même puce mise en œuvre sur différents convertisseurs va donner des circuits qui vont fonctionner différemment. L'habillage, la façon dont tu l'utilises, forcément, le hardware a ses différences, ça c'est indéniable. Même si les puces et les convertisseurs sont viennent quasiment tous des mêmes fabricants. Oui, il y a 2, 3, 4. Voilà, tout son qu'on connaît, c'est l'habillage, c'est ce que tu vas faire autour qui fait la différence. Et d'ailleurs, nous, là, quand on parle de nos nuls, en ce qui concerne les différences dans les logiciels, c'est uniquement en Boons, c'est-à-dire que c'est uniquement quand tu restes dans le logiciel. À partir du moment où tu exportes des fichiers analogiques, là, oui, tu vas avoir des différences parce que les machines... De toute façon, un convertisseur, il ne pourra pas t'envoyer un signal en dessous de moins 110, 120, 130 dB. Donc, tu vois, moi j'arrivais à des nuls qui étaient à moins 180, moins 190, moins 200 dB. Ouais. Je veux dire, c'est pas audible. Ah bah non, c'est pas audible. Là c'est pas audible. Mais certaines expériences faisaient apparaître des différences qui étaient tout à fait audibles, tu vois. Complètement. Et j'ai fait aussi l'expérience, tu vois, par exemple, de faire une prise de son, ne serait-ce qu'avec la voix, la guitare, comme ça, dans un petit Neumann TLM 102, tu vois, un petit truc basique, dans une carte son, genre, tu vois, genre ça, quoi, un truc de base home studio. Et ben, j'ai du contenu au-dessus de 20 kilos, très clairement. Ouais. Donc après, est-ce que ce contenu, on l'entend pas? Bon, à la limite... Tu sais comme moi que c'est pas dû seulement au fait qu'on entende ou pas, parce que tu as des harmoniques qui sont extrêmement importantes. Oui, et là, il y a vraiment un champ de recherche qui n'est pas encore abouti, parce qu'il y a quand même des expériences qui semblent montrer que les fréquences ultrasonores, en fait, on ne peut pas les percevoir en tant que telles, mais on peut percevoir leur influence. On pourrait percevoir leur influence, mais ça au conditionnel, parce que tout ça, ça reste encore de la recherche. Il y a des papiers de l'AES qui sont publiés de temps en temps là-dessus. La recherche n'est pas encore définitive, tu vois. Donc, moi, je suis assez d'accord avec toi que dans la démarche d'une qualité absolument optimum, le mieux, c'est de faire du 24 en 96. Au moins, tu as
Pour la Oui. prise, tu as quelque chose qui contient toutes les informations qui sont contenues. Après, quand je suis sur une prod plus pop, comme ça, j'aurais tendance à rester en 44 pour la Oui, oui, simplicité. Et, je le fais aussi, hein. voilà. Après, tu vois, même pour enregistrer des voix, pour un album, pour de la chanson, le 44 me semble assez naturel encore. Quand, dans tous les cas, dans les prises live, tu vois, dans le cas où as une grosse acquisition à faire en prise live, moi je suis assez fan de ce format-là, quoi, le Mhm. 96. Je trouve que c'est un format qui me convient, quoi. Ouais. Je m'y retrouve vraiment. J'ai l'impression j'ai l'impression de faire vraiment, d'être dans la musique, quoi, faire quelque chose de très musical. Ouais. Et surtout, je te dis, une fois de plus, dans le traitement, après, je trouve qu'on ressent, on sent vraiment la différence, quoi. Et après, bah, que tu repasses en 48, de toute façon, c'est fatal, puisque, tu vois, mastering oblige, donc de toute façon, tu Mhm. auras une réduction à un moment, soit en 48, soit en 44. Mais plus tu vas traiter loin en 96, meilleur le traitement sera en 48. De toute façon, il y a des traitements qui réagissent aussi différemment, hein, selon Complètement. les fréquences. Donc, à la limite, si tu me dis que quand tu commences à traiter, c'est là où tu commences à percevoir les différences, eh ben, si le résultat est meilleur parce que les algorithmes travaillent différemment en haute fréquence, eh ben, ça peut être un très bon argument pour travailler en 96, hein. Ouais, ouais, tu sais, de toute façon, quelquefois, tu n'as même plus le choix maintenant. Moi, avant, quand j'avais les mobiles, le voyageur, bah, en fonction des consoles, tu étais de toute façon soit en 48, soit en 96, Mhm. mais rarement en 96. Aujourd'hui, les consoles numériques, faut pas oublier que tu prends une S6L à vide, elle sait pas faire de 48, hein. C'est-à-dire que tu fais l'acquisition en 96. Donc déjà, quand tu vas enregistrer en AVB directement sur un Pro Tools, c'est en 96, hein. T'as pas tu vois, là, je suis en train de mixer un show de trio là, avec la vidéo. L'acquisition, elle a été faite en 96. Donc, Ouais, ouais. De toute façon, je trouve que c'est assez normal que ça devienne la norme. Et ouais. je suis pas sûr que ça deviendra forcément la norme en diffusion, parce que la bande passante, elle est quand même conséquente. Avec le Et Dolby Atmos aussi. ouais, peut-être, peut-être. Mais bon, en tout cas, en production, je pense que d'ici quelques années, le 24-96, ça va devenir un standard, quoi. Tu vois, Ouais, je mais pense, hein. d'où certainement une grosse progression dans l'optimisation des machines et Mhm. la puissance des machines. Ouais, ouais. Et de ce côté-là, c'est vrai que bon, moi j'étais content de mettre en exergue, enfin, de travailler en tous les cas avec cette bécane, là, cette espèce de nouvelle machine. Pour moi, j'ai bien ramé, tu vois, parce que Même là, le live de trio, là, je commence à être. sain avec ma bécane, ça m'est arrivé d'avoir 30 kernels paniques dans la journée. Ouais. Donc tu deviens fou. Tu deviens Ouais. vraiment Donc fou. tu vois, le 96, c'est d'autres problèmes que l'analogique. Ah ouais, absolument. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, non, c'est bien sûr que ça a des problèmes. Après, ces problèmes vont se régler aussi. Tu vois, il ne faut pas oublier que là, Pro Tools, il n'est pas du tout développé pour le M1. Tu passes par Rosetta, donc Hmm. ça crée des galères. Et tu vois, j'ai été puni parce que j'utilise Autotune pour autre chose que les tunes. Il y a dans l'autotune, le FX Pro, enfin l'autotune FX Pro, il y a une espèce de formule de filtre avec Ouais. une distorsion dedans qui est vachement intéressante. Tu peux virer tout le tune. Et c'est l'autotune qui mettait le chantier Mhm. dans la bécane. Donc, tu d'utiliser ça. Ouais. Ouais, quand tu veux l'utiliser pour les Bienfait d'un process, bah, voilà, tu te fais. Alors, si on revient un petit peu sur, tu sais, sur notre histoire des logiciels, Ouais, finalement, la conclusion de tout ça, c'est que, au bah, c'est que tu final, avais raison. si les logiciels ne sont pas déterminants sur l'empreinte sonore intrinsèque, finalement, ils imposent une manière un petit peu différente de travailler. Ouais, Tu vois, et donc, moi, j'avais remarqué que quand les logiciels sont apparus, les premiers Pro Tools, bah, en fait, ils servaient de magnétophone, si tu veux. Et en studio, ben, ça a remplacé les magnétos à bande, analogiques puis numériques.
parce que c'était plus pratique pour l'édit et tout, enfin tu vois, Voilà, plein de l'édit, choses. notamment. Mais finalement, c'était qu'un magnétophone. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Et maintenant, 20-30 ans après, le Pro Tools ou les autres logiciels, hein, peu importe, bah, c'est devenu le studio complet, finalement. Tout est Bien dedans. sûr, c'est des systèmes complets Avec tout le traitement, tout le Absolument. mixage et tout. Et toi qui as vraiment connu pour le coup les deux, euh, quel est un peu ton sentiment sur la manière dont ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé dans la manière, on parlait un petit peu tout à l'heure du fait de pouvoir, de pas avoir de deadline, du fait qu'on travaille plus dans le studio. Bon, mais est-ce que vraiment sur l'impact artistique, je dirais dans le mixage lui-même, est-ce qu'il y a des choses que tu penses qui viendraient de ce genre de modification de façon de Oui, travailler, tu vois? parce que malgré tout, il faut pas oublier que ça a isolé les gens aussi. Ça a fait, en fait, si tu veux, aujourd'hui, les gens, c'est un peu, en fait, l'extension des réseaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu mixes par morceau. Voilà, tu fais faire des guitares à un tel les gens ne s'en rendent compte quasiment plus. Donc, tu as très peu de séances, très peu de sessions que tu fais où les gens, sauf quand tu enregistres un live, où les gens se rencontrent. Donc ça a changé aussi vachement la donne, dans le sens où la qualité artistique, parfois, ça peut augmenter la qualité artistique, parce que ça permet aux gens de se concentrer chez eux et de pouvoir faire et refaire des choses de façon à ce que ça leur plaise. Pour un artiste, c'est assez important. En revanche, ça a baissé la qualité des prises, parce que tu vois, tout le monde ne peut pas s'improviser un G-son, et tout le monde ne peut pas... le problème, c'est que voilà, quoi, il suffit pas d'avoir le logiciel, il faut avoir un système. Quand tu fais des voix, il faut avoir un super micro, il faut avoir un préampli, il faut avoir un compresseur, il faut avoir... Ouais, et puis il faut savoir le régler. il faut savoir les Savoir le régler. placer, savoir se placer, Absolument. savoir... Absolument. Et d'ailleurs, et puis à l'intérieur de ça, tu as aussi bêtement ce que tu vas générer toi, comme quand tu vas nourrir les musiciens au niveau des écoutes casques. Moi, je suis vachement exigeant de ce côté-là, parce que j'ai été de l'autre côté, et bah, tu connais le truc, hein, toi, t'es de l'autre côté aussi. Jouer, demander, si tu veux exiger des musiciens, il faut que tu les serves et que tu les nourrisses correctement. Et pour les nourrir correctement, il faut des capacités, mine de rien, qui sont quand même des capacités assez importantes, quoi. Moi, je fais très attention à ça. Des balances séparées, des super amplis casques, des bons Et casques, surtout évidemment. que selon les artistes, selon les musiciens, tu peux avoir des exigences très très radicalement différentes. Mais carrément, complètement. Et donc, je trouve que tout ça, est quand même un peu tiré vers le bas, quoi, parce que oui, la possibilité de en fait, on a des outils de rattrapage maintenant. C'est-à-dire qu'un artiste, et c'est ce qui a fait un peu la différence avec avant, c'est qu'un artiste sait que tu peux chanter comme une porte, tu feras toujours, t'auras toujours un résultat avec le matos. Bah, moi j'utilise pas Autotune pour faire les tunes, mais entre Melodyne, t'en as des tonnes, hein, tu vois, les Wavetune, tout ce que tu veux, les outils de traitement, les Vocaline, toutes les systèmes de traitement numérique autant de voix que musique, hein. Tu peux faire quasiment ce que tu veux. Donc c'est la grosse différence avec avant aussi, hein. C'est que l'effort est moindre maintenant. C'est-à-dire que quand il y a un pain, tu vois, c'est pas grave, quoi. Ça a rendu un peu les gens feignants, quoi. Oh, vachement, vachement. Et puis en plus, il faut le reconnaître, faut être un petit peu honnête en France. L'artiste français est pas très bosseur, hein. C'est pas un gros bosseur. La plupart, attends, ça s'adresse pas à tous, mais quand même, je trouve que les jeunes artistes de talent sont plus bosseurs que l'ont été certains artistes. Mais en France, c'est pas, tu vois, on se satisfait du petit peu, hein. Si tu regardes, moi je le dis publiquement, hein, je m'en fous, hein, j'ai aucun problème par rapport à ça. J'ai 64 ans, les gens, tu vois, ma carrière elle est foutue, hein, maintenant. Enfin, je bosse encore, mais ma carrière, je suis pas en train d'essayer de ramasser des marchés, hein. Je m'en fous, mais tu regardes, même quand tu prends des émissions, tu vois que les gens critiquent tous haut et fort, comme The Voice. Si tu prends The Voice UK et The Voice France, il y a quand même une légère différence, quoi.
Si tu prends America Got Talent, par exemple, comme autre émission, tu vois, dans ce genre-là, de Ryan Crochet, le niveau, il est redoutable, quoi. Le niveau est extrêmement élevé. Donc, ça veut dire qu'on se satisfait de peu, quoi. Ouais. Et puis, voilà. Et c'est vrai que si on remonte 40 ans en arrière, pour aller derrière un micro et faire un tube, il fallait assurer, quoi. Mais grave. Il fallait assurer comme sur tu le dis, plan un peu technique, mais sur le plan de l'interprétation, tout, parce que c'est ça qui transperçait le truc. Et c'est vrai qu'on a tendance à se cacher derrière la technique et derrière tous les outils pour finalement enrober la sauce. Et puis bon, l'artistique, finalement, ça passe, mais bon, c'est plus léger quand même, c'est un peu, tu vois... Carrément. Et puis, faut pas oublier qu'il y a des années encore en studio, voilà, tu avais une vitre, quand tu faisais une voix, tout le monde t'écoutait, tout le monde te regardait. Hein. Après, moi, j'ai appris aussi à cacher les gens. C'est Jonas qui m'a appris ça. Il m'a dit un jour, bah, vous allez mettre un rideau devant la vitre parce que venez un jour chanter derrière un micro. Et moi, j'ai toujours fait ça. Comme toi, moi, j'ai été de l'autre côté de la vitre à jouer, par exemple. Je sais très bien ce que c'est que d'être maté par 6 personnes derrière une vitre. Et c'est pourri. En fait, c'est très difficile. Mais ça n'empêche que des gens... mais ça n'empêche que... Tu sais, il y a un mot que j'aime bien chez les Américains. Pourtant, bah, voilà, je suis pas toujours fan de ce qu'ils font. Mais ils appellent ça une performance. Et je trouve que c'est un mot qui est vachement juste. C'est-à-dire que quand tu es en studio, tu demandes à un musicien de faire une performance. Parce qu'il a un clic dans les oreilles. Il faut qu'il s'en libère complètement. Et tu vas demander à un batteur d'avoir un groove de malade, mais on va rien autour. Exactement. Et c'est très difficile, c'est un exercice difficile. Le studio, c'est vraiment un métier qui est très difficile. Pour moi, c'est vraiment le... Et les deux sont... moi, j'ai toujours aimé les deux, hein, tu le sais bien. C'est pour ça que j'avais fait le Voyageur. Hein. Je trouvais que c'était le mélange des deux mondes. Mais il y a un truc qui est palpitant en live, c'est le fait que tu vas jouer dans des grandes salles avec 10 000 personnes, et puis tu as une sensation de puissance et de grandeur, parce que... tu es vraiment baigné dans la musique, quoi, dans le son. Tu es baigné dans un univers, et avec le public, donc tu es poussé par le public. Mais tu as un truc que tu pourras... dans le live, il y a quelque chose que tu n'arriveras jamais à faire, c'est tu peux avoir de la surprise, mais une fois que tu as calé un show, que ta console est calée, etc., que tu vas faire 120 shows, c'est 120 fois la même chose. C'est-à-dire que si tu pars mal dans une tournée avec des erreurs, elles existeront jusqu'à la fin. Il y a un truc qui est génial et qui est magique en studio, c'est que tu n'as pas deux prises pareilles, et que c'est la gifle à chaque fois, quoi. C'est-à-dire que tu as le moment où tu vas faire 5 prises, et tu te dis la troisième, c'est la troisième qui est la bonne, quoi. Et tu peux pas dire pourquoi, c'est parce que tout le monde s'est mis ensemble, et c'est la magie du studio, et en plus c'est la découverte, c'est ce que j'aime moi dans le studio, quoi. C'est-à-dire que voilà, tu es dans la création en fait, beaucoup plus que dans le live. Alors justement, pour en revenir sur le live, toi qui en as fait quand même beaucoup, au niveau du matériel, bon, le numérique aussi a complètement supplanté, en tout cas pour dès que c'est un peu gros, quoi, les consoles analogiques. Mais au niveau traitement, est-ce que tu conserves du hardware analogique, numérique? Comment tu fonctionnes du soft? Non, puis maintenant, moi je crois que je suis allé assez loin dans le délire analogique. Tu vois, à l'époque de la dernière tournée Zazie que j'ai fait, j'avais quand même 10 racks 16U blindés de matériel et d'équipement analogique. Et en fait, chaque entrée dans la console numérique avait un préampli analogique, soit NIF, soit API, soit... 1073 ou un truc. C'était quasiment que des 1073. C'est pas difficile, sur cette tournée-là, j'étais parti avec une régie où j'avais fabriqué 72 machines. Tu vois. Et du coup, ces machines-là, elles ont tenu super bien. Je les ai revendues après, j'en ai gardé quelques-unes, mais c'était possible il y a encore 10 ans. Maintenant, aujourd'hui, c'est fini. Enfin, c'est fini. Tu vas pouvoir emmener 2-3 bricoles, mais ça te sert plus à grand-chose. Donc ça va être ton master ou des bus, un petit encore le master. Sincèrement, moi, je trouve qu'il n'y a rien de meilleur justement en live que le traitement numérique, parce que
tu peux anticiper. Alors certes, tu vas avoir quelques samples de décalage, hein, c'est sûr, mais le look ahead des limiteurs fait que ce sont les meilleurs limiteurs du monde. C'est imbattable. Là, c'est imbattable. Tu as des outils pour... Moi, je masterise les sorties personnellement en mix. Parce qu'il y a un truc que font très souvent les ingés en live, et je l'explique souvent, c'est que les mecs, ils vont caler un système, ils vont caler la couleur d'un système avec des disques qui sont surmasterisés, et après, ils envoient un truc qui est open bar, tu vois, et qui a une dynamique qui est 6 fois celle d'un album qui est masterisé. Donc moi, par principe, je masterise les sorties. Et je les limite, et c'est beaucoup plus agréable pour les gens, parce que malgré tout, ce dont t'as horreur l'oreille humaine, ce sont les crêtes. Et les crêtes, quand tu les contrôles, c'est vachement agréable. Donc, après, c'est ça qui donne la sensation de puissance en plus. Bien sûr, absolument. C'est tout le paradoxe de la dynamique. Hein. Le son est plus dynamique quand il y a moins de dynamique. Bah, c'est ça. Oui, bon, après, avec parcimonie, pas oui, Skyrock, hein, tu vois. Ouais. Voilà, pas les chaînes de radio. Mais voilà, si tu le contrôles, c'est super agréable, parce que eux, les systèmes de son, là, tu vois, nous, là où on n'a pas fait de progrès en studio, les systèmes de sono ont fait des progrès mais gigantesques, ne serait-ce que les systèmes de diffusion. C'est-à-dire que les systèmes de diffusion battent largement les scores des systèmes de monitoring en studio. On n'a pas fait beaucoup de progrès en studio. Bon, tu as quelques monitoring qui sont vraiment bien. Mais enfin, tu vois, tu prends des systèmes Christian L, le fait d'avoir des guides d'onde et la diffusion en salle aujourd'hui, a fait des progrès qui sont absolument spectaculaires. Et moi, ça me passionne. Je trouve ça formidable. Je trouve ça fantastique. Je crois qu'on arrive un peu à la fin de ce débat. Enfin, c'est même pas vraiment un débat, finalement. Non, c'est pas un débat. C'est une discussion, mais tu vois. Tu as raison. Enfin, en tous les cas, moi, ma conclusion, elle m'a poussé à aller. D'ailleurs, je te donnerai les sessions pour que tu t'en aies enfin, que tu me donnes ton avis là-dessus. Mais ça m'a poussé justement dans mes retranchements pour aller au bout de l'idée, parce que ça, tu vois, ça titille un peu le truc. Toujours un peu une certaine fierté. Et puis, ça nous a rapprochés. Et je suis hyper content parce que. Voilà quoi, j'aime ce que tu fais, j'aime ton travail. Bah, c'est réciproque. Voilà, bah écoute, c'est super. Et moi, je suis quelqu'un de hyper ouvert. Et voilà, les gens, ils peuvent dire du mal, ça me dérange pas. En fait, c'est vrai que tu as fait ta vidéo, ça a commencé à faire une petite bulle autour, tu vois, machin. Moi, j'ai fait la mienne derrière, qui a relancé encore la machine. Et puis du coup, c'est vrai qu'il y a peut-être pas mal de gens, enfin certains qui ont pu imaginer que bah, du coup on était un peu l'un contre l'autre, on s'affrontait et tout. Mais en fait, au final, c'est un peu ce qu'on disait au début, c'est que tous les deux on est dans cette démarche un peu de curiosité par rapport aux outils qu'on utilise, par rapport au fait de faire de la musique ou même de l'électronique, tu vois. Donc il y a plein de choses qui nous rapprochent. Et finalement, bah, c'est l'expérience et les résultats et finalement ce qu'on en fait qui est important. Et on a, enfin moi j'ai jamais fait dans ma vidéo, j'ai jamais cherché à essayer de créer une guéguerre contre toi et je suis content que d'ailleurs on puisse là tu vois tranquillement et sainement et sereinement discuter ensemble et parce que finalement bah, c'est qu'on est sur la même longueur d'onde, tu vois. Bah carrément, et puis c'est l'intelligence, c'est justement de débattre de ça et puis d'aller plus loin et au-delà de... C'est ça, et puis finalement, tu vois, il y a cette chose aussi que j'avais notée qui est... c'est pas quelque chose, une critique que j'aurais pu te faire à toi sur ta vidéo, mais plus à certains commentateurs qui... c'est Yves Jager. Yves Jager, c'est une sommité dans le milieu du son, donc forcément c'est vrai. Tu vois, c'est vraiment l'argument d'autorité. Je dis pas que tout ce que tu dis c'est faux. Non, on soit bien d'accord. Mais je veux dire, n'importe qui à n'importe quel stade peut un jour ou l'autre se faire avoir, se tromper, sciemment ou pas. Enfin, les erreurs, elles peuvent arriver à tout le monde. Et moi le premier, hein, je prétends pas être meilleur, tu vois. Mais finalement, l'esprit critique parfois. S'efface devant l'autorité. Alors je dis pas qu'il faut pas non plus remettre en question tout, et l'expérience, je pense que c'est quelque chose de très important, que parfois on a tendance un peu aussi dans l'autre sens, tu vois, à balayer un peu vite. Parce que quand on a de l'expérience, une expérience solide,
en 5 minutes, tu es capable de mettre une config, de mettre tes micros, de faire un son, et ça va sonner, tu vois. Alors que quelqu'un qui aurait tous les principes de la Terre, au bout d'une heure, il aurait fait un truc qui sonne pas, quoi. Oui, Donc, oui. finalement, je veux pas remettre en question l'expérience, mais tu vois, c'était, entre guillemets, un peu la suite de cette expérience sociale, on pourrait dire, Carrément. de tout cet épisode-là. D'autant plus que, n'oublie pas que une fois de plus, je tiens à le dire, c'est moi qui ai mal nommé ma vidéo, mais je la faisais pas du tout dans cet esprit-là au départ, et je m'en suis aperçu trop tard. Je me suis dit, ça y est, j'ai relancé cette polémique, ce débat qui traîne depuis 10 ans. Cette espèce de débat qui a, ouais, ça même plus que ça, mais voilà, tu vois, vous savez, avant ça existait dans les machines numériques. Hein. Tu avais le 3M, le Sony, voilà, le Mitsubishi, et puis le Tari, donc elles sonnaient toutes différemment. Et tu sais, c'est ce que t'en fais qui est important finalement avec. Et j'aime bien ta philosophie par rapport à ça, parce que c'est exactement ça. Et c'est incroyable justement comme l'appréciation d'un outil logiciel peut être influente sur la façon dont tu vas l'appréhender. Et puis de toute façon, une fois de plus, c'est pas tellement tu vois, c'est un peu comme les guéguerres Mac PC, quoi. Tu vois, tu travailles avec les outils avec lesquels tu te sens bien. C'est pas, en fait, les gens quand ils viennent te chercher, ils viennent pas chercher un mec. Je m'en suis aperçu, moi, tu sais, à un moment, j'avais énormément de machines analogiques et je les louais pas. Je me vendais avec et ça faisait partie de mon patrimoine, quoi. Et à un moment, j'ai eu vraiment besoin, j'ai été dans la mouise parce que j'ai eu un problème de santé. J'étais obligé de revendre mes appareils et il y a le PDG de Duchot à l'époque, tu vois, qui me connaissait bien, enfin que je connaissais très bien, Eric Alberien, un super mec, et tout, qui m'a dit, mais qu'est-ce que t'en as à foutre de ton... Tu sais, les gens, ils viennent pas chercher ton matos, ils en ont rien à foutre de ton matos. Ce qu'ils veulent, c'est ce que tu sais faire avec. Ouais. Et ce que tu sais faire avec le son en règle générale. Ouais. C'est pas une fois de plus, c'est pas du tout... c'est les bonhommes que les gens viennent chercher. Je crois que finalement, ce sera peut-être la conclusion, et ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que c'est le mec qui est derrière les boutons, Complètement. avec son expérience, sa culture et tout ça, qui fait la qualité du résultat, quoi. Et complètement, et puis c'est pas le logiciel, c'est pas le plugin ou le compresseur. Absolument. Et moi, je suis tout à fait suffisamment, comment dire, j'aime suffisamment ce que je fais, ce que font les autres pour accepter aussi que tu as des jeunes, tu peux te prendre des gifs par des jeunes mecs qui tu vois, voilà, qui sont très doués et qui ont un très gros niveau, sans avoir ton expérience, mais qui ont un super niveau. Et il n'y a pas y a pas de... C'est un métier où au lieu de se tirer dans les pattes, on ferait mieux de discuter et d'avancer. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Je pense que c'est le plus sain, en fait. C'est la démarche. Je sais que c'est pas très français non plus. C'est-à-dire que c'est. Non, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu de défendre son périmètre et puis de pas trop de garder un peu de place pour pas se faire marcher sur les pieds. Mais en fait, c'est un peu idiot au final. Complètement. Rien n'avance plus que dans le partage. Hein. C'est impossible d'avancer plus qu'en partageant, quoi. Donc voilà, moi je suis ravi qu'on ait fait ça ensemble. Et puis j'espère que c'est le début j'espère aussi. En tout cas, je suis ravi de la tournure finalement que prend exactement. On va dire cet épisode estival, on va l'appeler comme ça. Hein, et en tout cas, je te dis... C'est à cause de ça que cette vidéo qui est venue le truc. D'ailleurs, moi, je t'ai envoyé un premier message où voilà, je te faisais entendre un peu ma vexation. C'était ma première réaction. Et puis, après, moi, je t'ai répondu en te disant, mais écoute, je te propose de venir sur ma chaîne, on va discuter ensemble devant les gens. Et je trouvais que c'était la façon la plus simple et la plus naturelle, en fait, pour désamorcer toutes les tensions possibles. Et finalement, tu vois... voilà.
Je te remercie beaucoup. Et ben de même Ouais, aussi. Vraiment. Ouais, Voilà. c'est cool, Dominique. Bah écoute, alors je te Merci. souhaite une bonne fin d'été. Hein. Continue à Ouais, toi aussi. bien mixer ton live là. Ouais. Hein. Et puis bah, j'espère qu'on te reverra sur ma chaîne ici un de ces jours. Hein. Bah Tu es grave, le bienvenu. avec grand plaisir. Ouais, Voilà. avec grand joie et bravo à toi. Merci Super. beaucoup. Allez, à bientôt. Ouais. Salut, Dominique.